Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'autre numéro de votre émission Heure du Bilan. Dans ce numéro donc, nous faisons le point sur un dossier majeur. Il s'agit du Hajj 2026. D'abord parce que les préparatifs sont déjà engagés. Ensuite, parce que les attentes des pèlerins sont très fortes. Et enfin, parce que les enseignements des éditions précédentes appellent à de nouvelles orientations. Dans cette perspective, nous reviendrons sur le bilan organisationnel du Hajj 2025 avant d'aborder les perspectives pour 2026, quotas, procédures d'inscription, encadrement, transport, sécurité et transparence. Par ailleurs, au-delà du pèlerinage, l'émission s'intéressera aussi à un autre volet essentiel du secrétariat général aux affaires religieuses. Il s'agit de la construction, de la rénovation et de la gestion des mosquées à travers le pays. Un chantier qui progresse d'année en année et qui soulève lui aussi des défis très concrets. Dans la même continuité, nous évoquerons également l'accompagnement des autres confessions religieuses afin de comprendre comment l'État entend renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Ainsi, entre bilan avancé et perspective, nous passerons en revue l'ensemble des points qui structurent aujourd'hui l'action du département. Et pour apporter des réponses précises, notre invité de ce soir est le ministre et secrétaire général aux affaires religieuses. Il s'agit de El Hadj Karamo Diawara. El Hadj Karamo Diawara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mamadi Kanapatiko, bonsoir. Bonsoir Abakar Kondé, bonsoir à tous. Vous êtes le rédacteur en chef. Exactement, de la RTG2. De la RTG2. On se tourne vers notre invité, El Hadj Karamo Diawara, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses. Et là, quand on vous demande aujourd'hui de parler de ce département, vous allez commencer par quoi concrètement? Nous allons parler d'abord sur son importance, sa place dans le développement social de la Guinée. Parce que quand on parle d'abord du développement, on parle de la stabilité, la paix. C'est un département qui a pour mission de promouvoir la paix dans tous les domaines, participer à la résolution des conflits sociopolitiques et aussi faire en sorte que les pratiques religieuses en Guinée soient une source de paix, de l'entente et du rassemblement, mais non une source de division, de l'extrémisme et de haine. Et pour cela nous permettra maintenant, pour que la Guinée soit dotée de services compétents qui peuvent travailler dans la stabilité. Et pour que la Guinée, les pratiques religieuses ne soient pas comme les autres pays, une source de tension. Et aussi faire en sorte que la politique de l'État soit comprise par toutes les confessions religieuses. À ce moment-là, le secrétariat est assigné d'organiser le pèlerinage musulman et coordonner le pèlerinage chrétien. Veiller, contrôler et sécuriser le fonctionnement des mosquées et des églises. Faire en sorte que toutes les ONG en caractère religieux, musulmans et chrétiennes, contribuent non seulement à la préservation de la paix, aussi faire en sorte que la religion puisse, au-delà de l'adoration, contribuer à la réduction de pauvreté. De pauvreté en République de Guinée. C'est pourquoi l'État, dans le décret présidentiel, a créé une direction de la Zakat et de Waqf. Aussi une direction des affaires sociales, une direction chargée des ONG et une direction chargée des lieux de culte. La Guinée est composée plus de 90% des religieux. Lorsqu'un département est là pour mieux cadrer cette religion, à participer d'abord à la source de la paix à travers lequel le développement socio-politique, économique,
puisse être une prospérité pour la Guinée et pour les Guinéens. Vous insistez sur la préservation de la paix. Oui. On dit que la paix, c'est pas un mot, mais c'est un comportement. Oui. Pour mener toutes ces actions, est-ce que vous avez un budget vous permettant d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire la consolidation de la paix dans notre pays? Oui, nous avons une budgétaire conformément certaines activités religieuses, notamment le pèlerinage musulman. On va en parler tout à l'heure. Ok, le pèlerinage chrétien de l'islam. Et nous avons une subvention particulière pour la consolidation de la paix. Cela permet le secrétariat général des affaires religieuses chaque année de mener des caravanes de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Même hier, c'était le lancement de même consolidation de la paix que nous avons lancé dans toutes les 33 préfectures, les régions administratives et la grande ville de Conakry. Donc nous avons lancé hier au centre islamique d'Onka, préparé l'ensemble des prédicateurs à participer à la promotion et consolidation de la paix pendant, avant et après l'élection. Appeler déjà les Guinéennes à s'abstenir de toute forme de communication, de comportements susceptibles à la haine, à la division, à l'ethnocentrisme et à fanatisme pendant les campagnes, à préparer leur esprit à respecter les règlements et les principes établis par l'organe chargé de l'élection et faire en sorte que le rassemblement de la Guinée soit au cœur et la cohésion sociale. Les partis politiques sont là, chacun essaie de contribuer, selon sa façon, au développement de la Guinée. Mais ils ne sont pas des ennemis. C'est à nous de dire au peuple de Guinée qu'ils doivent voter dans le calme et la sagesse et qu'ils doivent accepter la tolérance et s'éloigner de toute communication liée à la haine et à méfiance. Nous devons participer à prier Dieu. La Guinée est une communauté religieuse et la prière fait partie des priorités et des recommandations divines. Il faut intensifier la lecture du Saint-Coran, il faut intensifier les sermons dans les mosquées du vendredi, les rencontres religieuses, les rencontres dans l'église pour véhiculer ces messages de paix, préparer déjà l'esprit de la Guinée, des Guinéennes à cultiver la culture de la paix. Et nous allons, dans 48 heures, donner les lancements dans le reste des régions de la Guinée. Donc la paix est au cœur du secrétariat général des affaires religieuses. Aucune mosquée ne peut fonctionner sans la paix. Ni l'église, ni le département ministériel, ni chaque service particulier. Donc c'est pourquoi nous faisons plus de 10 voyages par an à l'intérieur du pays. Je viens de rentrer, pas d'abord une semaine. D'accord. La paix, rien que la paix. Oui, Camille Soko, question pour monsieur le ministre. Là, en parlant toujours de préservation de la paix et de vivre ensemble, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous menez énormément d'actions sur le terrain. Et l'une des actions phares, c'est que parfois vous appelez les mosquées et les églises à faire des prières pour le pays. Mais au-delà de ça, nous sommes en période exceptionnelle parce que bientôt la présidentielle. Est-ce que en ce moment, vous avez préparé des sermons spécifiques pour cette période en direction des imams et en direction des évêques des églises pour un peu promouvoir la paix? Effectivement, nous avons préparé ces sermons. Plus de 2 ou 3, 4 sermons est passé déjà de ça. J'étais même appelé à une personnalité qui m'a dit que là, vous focalisez trop sur la paix, il faut nous parler encore de la prière. J'ai dit que chaque chose a son temps. Nous sommes dans une période très sensible. C'est pourquoi nous avons choisi la paix au cœur de nos sermons à ce moment-là. Après cela, nous avons déjà fait plus de 200
et quelques jours, nous parlons sur la zakat, nous parlons sur la prière, nous parlons sur le hajj, le jeûne, etc. Tout est possible lorsqu'il y a la paix. Donc nous sommes en acte préventif, pas en sapeur-pompier. C'est pourquoi nous parlons sur ça déjà. Donc j'ai donné l'instruction lors de notre dernier conseil de cabinet à la direction chargée des affaires chrétiennes d'inviter tous les chefs chrétiens afin que nous puissions prendre ensemble un plan stratégique à partir d'hier jusqu'à la fin de l'élection, comment élaborer les rencontres religieuses dans les églises. Dans mes interventions, j'ai dit aucun membre du gouvernement, ni l'autorité, ni les institutions républicaines, ni parti politique qui n'est pas chaque vendredi derrière un imam l'écouter attentivement pendant 30 minutes. Et chaque jour, derrière un prêtre, un évêque, un archevêque pour écouter leurs conseils. Et ils viennent avec l'assurance, ils viennent avec la crédibilité et ils viennent de façon volontaire. Personne ne les force. Donc ce message-là, c'est le moment pour véhiculer ce message à tout un chacun. Donc nous le faisons dans les sermons, pas seulement les sermons, en organisation de rencontres religieuses. Faites ça entre Maghrib et Isha dans les mosquées et dans les églises. Pratiquez cela dans chaque dimanche, conformément à la caractéristique de chaque religion. Vous savez, l'islam n'est pas comme la christianité. La lecture du Saint-Coran est continuelle. On peut le faire à chaque moment, à chaque heure de prière. Donc nous voulons que ceux qui conforment à la christianité le font conformément et nous sommes très actifs là-dessus. Les sermons participent à ça. C'est pourquoi nous avons créé une plateforme, non seulement pour vulgariser ces sermons et pour éduquer et sensibiliser les imams comment véhiculer le message de paix. Parce que la façon de véhiculer le message pourrait être susceptible à créer la tension, etc. Donc, on traduit même en langue nationale les sermons. Comme vous savez qu'en Guinée, nous avons sur le plan traditionnel certains villages, les imamats est consacré dans une famille. Donc, souvent, il n'est pas forcément que cette famille soit le meilleur à maîtriser le Coran et ça. C'est pourquoi nous créons cette plateforme pour informer, sensibiliser et apprendre les gens qui n'ont pas la connaissance réelle en matière, en éducation islamique et comment véhiculer ces messages de paix. Le secrétariat a fait ça lors des vulgarisations de constitution. On en a fait ça même au moment des tensions politiques. Allez voir les partis politiques dans leur QG, venir voir le gouvernement et faire en sorte qu'on les assoie ensemble. Et par illustration, les dernières 3 manifestations que le secrétariat a pu annuler grâce de la diplomatie, la sagesse religieuse. Alors, quand on parle du secrétariat général des affaires religieuses, on parle forcément du pèlerinage, oui. Le 5e pilier. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à l'entame de votre intervention, un des domaines sur lesquels vous intervenez, et c'est bien le pèlerinage. Oui. Cette année, la Guinée a combien comme quota et quel est le montant fixé pour le Hajj, monsieur le ministre? Oui, cette année, le montant fixé sur le Hajj, comme vous savez que nous sommes en conjoncture économique et chaque fois, le prix monte. C'est pourquoi cette année, le prix dans beaucoup de sous-régions et d'autres pays dépasse 61 millions. 61 millions de francs guinéens. Mais la Guinée a 58 millions 325 000 francs guinéens. Grâce à la générosité de son Excellence, c'est le président de la République qui a accordé pour chaque pèlerin. Donc, les reliquats seront payés par lui. Donc, et les pèlerins vont payer 58 millions 325 000 seulement. Et pour que les Guinéens
puissent faire le pèlerinage dans de meilleures conditions. Et il y a combien de pèlerins cette fois-ci? Le quota accordé initial à la Guinée, 10 000 pèlerins. 10 000 pèlerins. Donc 10 000 pèlerins, la Guinée est autorisée exclusivement d'envoyer seulement 10 000. Pas 10 000 plus un pèlerin. Donc je voudrais que tout le peuple de Guinée comprenne cela. Cela ne vient pas de la Guinée et ça ne dépend pas de l'Arabie Saoudite. Ça dépend de la capacité d'accueil de Mina et Arafat, le lieu principal pour le Hajj. Parce que sans ces deux lieux-là, le Hajj est purement et simplement annulé. Et sa capacité ne peut pas recevoir tout le monde entier à travers l'ambition, à travers la possibilité que chaque population a dans son pays comme les candidats qui veulent partir à la Mecque chaque année. C'est pourquoi dans d'autres pays même, ceux qui s'inscrivent aujourd'hui ne peuvent effectuer le Hajj qu'à 2030. Donc la Guinée commence à venir. Avant, on était incapable même de trouver 5 000 places. Trouver 5 000 ou 7 000. Mais aujourd'hui, on est augmenté depuis l'arrivée de son Excellence le président Mamadi Doumbouya de 8 000 à 10 000, mais les demandeurs sont troublés. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la Guinée peut envoyer 15 000 pèlerins, peut-être le reste peut toujours rester. D'accord, oui, comme c'est une question sur oui, le Hajj. En parlant toujours de ce Hajj, nous sommes à quelques mois maintenant du pèlerinage. Il y a une course contre la montre chez vous. Dites-nous le niveau de préparatif. On est à quel niveau en ce moment en termes d'inscription des pèlerins, en termes d'identification des agences de voyage, parce que vous travaillez avec ces agences privées. Ces travaux techniques-là, nous pouvons dire que nous sommes aujourd'hui plus de 70%. Parce qu'actuellement, où je vous parle, nous avons déjà signé tous les contrats liés à l'hébergement. Les logements sont pris à Makka, à Médine. Nous avons déjà réservé pour Mina et Arafat, les lieux principaux. Et jusqu'à présent, certains pays n'ont pas encore réservé à Mina et Arafat. Mais la Guinée a fait ça depuis le mois de juin. Et je voudrais profiter de l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République, qui a préfinancé pour l'ensemble des 10 000 pèlerins depuis le mois de juin. Cela a permis à la Guinée de réserver une zone la plus meilleure à Mina et Arafat que nous avions pris l'année passée. C'est pourquoi je souhaiterais que ces images-là soient montrées aux Guinéens, parce que les pèlerins sont les meilleurs témoins du Hajj. Le cadre du secrétariat peut dire pour qu'on dise qu'on a fait ça, mais un pèlerin n'accepte pas un cadeau pour un gouvernement, ni un ministre, ni un département. Quand il les traite mal, il vient, il l'exprime. Et tous les Guinéens disaient que, monsieur le ministre, vous disiez avant de partir que Mina est difficile, sans toilette, sans personne pour une seule toilette. Mais contrairement, nous avons trouvé les meilleures places. Et réellement, sans problème au niveau des toilettes, au niveau des restaurations, au niveau même, les êtres étaient sous les tentes, nous étions sous les placards, comme ça. Tout est fermé avec les climatiseurs, comme vous êtes dans votre salon. Mina a 52 degrés de température solaire, mais à partir des horaires, les pèlerins guinéens disaient qu'il faut éteindre les clim. Il y a eu un changement radical. On a bénéficié des 3 repas réguliers. Les guides ont été merveilleux. Le régime de l'Antébri, à la déchet, le régime de Yalbagan, le régime d'Ambé. Donc, il y a le régime à l'Ascarima. Tamina Numala, Tanasima Soro, Anhamina Mina Telesabamena, Otamina Numala, Nyanko Mantro, Damunico Mantro, Ladiaco Mantro, Arafafana Tele, Telemang Basi, entre Dulongro Hankaba. Alhamdulillah, on a massacré la Macanara Bolo,
Général Mamadi Doumbouya ala la kandambugo ala ma baramed na malabulo ala ma sera koro ala kana na fido ana baraka nyolte yitemla nyumala an wara kairado kana kairado domuni madese akay madese ko bebenda. Il y a eu la cohésion sociale, il y a eu l'entraide. On a été bien assistés. Je me permets de le dire et je suis fier de le dire parce que ça s'est très très bien passé. Et rien n'a manqué, zéro défaut. Tout le monde a été retrouvé par le système de recherche biométrique, même ceux qui étaient à l'hôpital. Je vous remercie, nous sommes entre nous Guinéens. Il est sincère de dire la vérité, sans prétention. Je me permets de le dire sans prétention, pour vous dire que tout s'est très bien passé. Et tout le monde peut le témoigner. Parce qu'on n'était pas seuls. Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Burkinabés, il y avait tout le monde. Notre intérêt, c'est de savoir comment nous avons été traités. Cela nous a permis, grâce à l'idée solidaire du président de la République qui a préfinancé, au moment qu'il n'y avait pas une seule somme montant dans notre compte de Hajj. Okay. Donc, la restauration, les contrats sont déjà signés. Les transports, les contrats sont déjà signés. Avec quelle compagnie? Avec, aujourd'hui, comme innovation, nous avons pris deux compagnies aériennes, okay. L'Éthiopien et l'Égyptien. Pourquoi? Pour réduire les séjours et les séjours au moment du retour en Guinée. Comme vous savez que les mêmes façons que les pèlerins est animés, ils veulent partir tôt et revenir dans le premier convoi. Et l'année passée, à travers Éthiopie, on a acquis 7 jours de retard. Et cela peut répercuter sur les dépenses additionnelles en termes de restauration, en termes de logement, en termes de transport, etc. Donc l'idée est venue, on a proposé à l'autorité compétente de prendre des compagnies qui peuvent voler parallèlement. Chaque compagnie peut prendre 5 000. Ça peut créer même la concurrence et le bon traitement des pèlerins. Parce que dès qu'il y a les commerçants en compétition, chacun veut qu'il soit le meilleur. Ok, maintenant, en termes d'inscription. Oui, en termes d'inscription. On est à quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup qui commencent à dire que les 10 000 places là, ouais, on a fini de les répartir. Oui. Donc, j'ai fait large communication sur ça lors du lancement de démarrage de l'opération de Hajj. Et j'ai dit à tout le monde, sur l'instruction de l'autorité compétente, on a été assigné de donner la priorité aux pèlerins recalés. C'est l'année dernière. De l'année dernière. Les pèlerins problématiques. Ceux qui ont été arnaqués. C'est grâce à la générosité du président de la République, du chef de l'État, son bon père. Il a exprimé, dès qu'il a vu ces pèlerins en train de pleurer, même pas, ce n'est pas la responsabilité du secrétariat général des affaires religieuses. Parce que ces pèlerins n'étaient pas parmi les 10 000 pèlerins enregistrés officiellement. Ils étaient venus au moins après 2 semaines de l'arrêt d'obtention de visa avec l'autorité saoudienne. Donc, ils se sont battus à travers le voie. Donc, quand on dit illégal, on peut dire que c'est trop, mais les voies n'étaient pas appropriées pour donner l'argent dans la main des individus en dehors des structures habilitées à gérer les Hajj. Et pour cela, le président a pris en charge tous ces pèlerins qui avaient leur porte-parole, et chaque porte-parole a donné leur groupe qui était connu par l'autorité. Une liste a été dressée, c'est ça? Ils sont au nombre de combien? Parce qu'il y a trop de spéculation autour du nombre. Oui, il y avait 416 au niveau de Yataya, il y avait 500 et quelques et 600. Donc, ces pèlerins-là, ça peut aller jusqu'à 2500 et quelques pèlerins aujourd'hui. C'est pourquoi le secrétariat n'a pas pu recruter les nouveaux pèlerins cette année. Les restes maigres quotas, on a divisé ça entre les régions, les préfectures, les institutions républicaines que nous attendons. Et je profite de votre micro de lancer un appel solennel à tous les Guinéens. Les réels problèmes actuellement dans l'enregistrement en Guinée, ce sont les dossiers, les collectes des dossiers et l'envoi des dossiers au niveau du secrétariat général des affaires religieuses.
Donc, tout ce qui doit venir des pèlerins recalés là, au moins 70% est déjà enregistré. Mais tout ce qui vient des institutions et des services particuliers sont en retard par rapport au dépôt des dossiers. Et quand on ne dépose pas les dossiers, on ne peut pas scanner les passeports, ni demander de visa, ni obtenir les visas. Et toute l'inscription doit être introduite dans le système électronique informatique saoudien. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu en retard par rapport à ça. Nous demandons à tous ceux qui ont bénéficié de ce quota, que ce soit des institutions publiques, privées, que ce soit des régions, de procéder immédiatement au dépôt des dossiers afin que nous soyons à mesure de respecter le chronogramme saoudien. Mais ce qui concerne l'aspect organisationnel technique, je peux dire aujourd'hui que le secrétariat est à 100%. Je viens même de réussir une lettre d'appréciation du ministre du Hajj saoudien, disant que la Guinée n'est pas parmi les pays qui n'ont pas encore fini de respecter tous les contrats entre l'Arabie saoudite et ça. La liste est sortie et tous les pays sont listés qui n'ont pas encore fini. Je remercie le président Mamadi Doumbouya, tous ses efforts, les cadres d'ISGAR et tous les bons Guinéens. Nous sommes actuellement parmi les pays appréciés. D'accord. Quels sont donc les documents qui composent ce dossier qui doit Ce dossier-là, ouais. Les certificats d'aptitude médicale, juste les photos au fond blanc, 4 minimum, et le passeport. C'est pourquoi, comme innovation cette année encore, on a décentralisé à travers le ministère de la Sécurité, oui. De délivrer les passeports, la délivrance des passeports à l'intérieur du pays. Et le ministre de la Santé aussi a pris des dispositions pour que les vaccinations se fassent à l'intérieur du pays. Pour que tous les pèlerins de l'intérieur du pays ne viennent ici qu'à 3 jours ou 2 jours de départ de leur convoi. Donc il n'y a pas d'engorgement. Il n'y a pas d'engorgement. Je peux même vous inviter au secrétariat, vous ne saurez pas que nous sommes en période de Hajj. Par rapport au Hajj, il y a un autre débat aussi qui polarise les attentions. Oui. C'est le choix des guides. Oui. Il y a énormément de débats autour. Oui. Certains disent que c'est par clientélisme, les gens sont recrutés. Une fois sur place, au lieu de s'occuper des pèlerins, ils font autre chose. Est-ce que le secrétariat a un regard sur le choix? Le critère même. Voilà, même le critère. Effectivement. Les critères. Réellement, nous avons pris ce choix-là depuis l'année surpassée. C'est pourquoi nous avons proposé à l'autorité compétente d'accepter que la Guinée soit comme les autres meilleurs pays. Avant l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, un guide sécurisé, coordonné et contrôlé 50 personnes. 50 personnes guinéennes. Voilà. Donc, l'Arabie Saoudite avec soleil 52 températures et l'activité du Hajj est 24 heures sur 24. Aucune personne ne peut travailler 24 heures sur 24 sans repos. Je peux vous donner un seul exemple. Au moment des rites de Tawaf autour du Kaaba, lorsque les Guinéens sont entre 100 000 pèlerins, vous voyez comment la densité et marée humaine est. Ce n'est pas seulement avec des personnes élevées, cultivées comme vous. Ce sont les mamans qui ont leur première visite à Conakry. Ouais. Donc, ceux-ci sont là. Une seule personne devant ces vieilles femmes, hommes. Quand quelqu'un tombe malade pour préserver sa vie, le guide prend ça à l'hôpital, les 49, est resté là. Et lorsque ces 49 restent là-bas, au lieu maintenant aux pèlerins de penser que le guide n'a pas de mauvaise foi, il doit sécuriser d'abord la vie de celui qui est tombé. Ils vont dire que le guide nous a abandonnés. C'est pourquoi on a sollicité que chaque 44 pèlerins soient guidés par des guides. 22 par bis. Chaque 22 bis, 44 bis, il y a 2 guides. Si un tombe malade,
Le premier l'autre pays prend le s'occuper relais de ça. Et quelqu'un peut parler jusqu'à 8 heures, les autres viennent à secours. C'est la raison pour laquelle, une première fois depuis des décennies, que la Guinée a bénéficié du prix d'excellence. Parce que le prix d'excellence de communication concerne le respect des clauses de contrat, l'encadrement des pèlerins, la proximité de logement aux 10 saintes mosquées, la qualité de logement, etc. La restauration. La restauration. Okay. L'Arabie Saoudite ne fera pas cadeau à un pays lorsqu'il ne traite pas bien tes pèlerins. Non seulement, à défaut, ils vont vous sanctionner, même suspendu de participer au Hajj. Mais le prix excellence là a été donné par le main du ministre du Hajj au nom du roi, dans la main de mes représentants, tout en remerciant la Guinée. Cela veut dire que le problème des guides là est terminé. Les guides se familiarisent à partir d'ici. Lorsque Vendée est enregistré, on l'attribue à X, X l'appelle à partir de maintenant. Même moi, en tant que ministre, quand je dis à un pèlerin, venez ici, il faut pas... Non, il dit que non, mon guide dit de partir. Il va me laisser partir. Donc, le guide est comme son propre fils. Il se familiarise ici. Immédiatement après l'enregistrement, votre convoi va dans votre téléphone. Lorsqu'on fait tous les visas, on va envoyer dans votre téléphone, M. Kapseko, votre guide, c'est Elas Karamo Diawara, votre convoi, c'est le 15, le départ, c'est à 18h. C'est comme ça que la Guinée a quitté ici. Lorsqu'il y avait ce problème d'arnaque là, moi j'avais déjà envoyé 10 000 pèlerins dans silence. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Lorsque j'ai dit à quelqu'un qui souffrait, il m'a demandé, Excellence, comment vous avez pu laisser 1000 et quelques années que non, ils n'étaient pas dans le quota. Ils étaient en dehors. Et personne n'a transité au secrétariat. Personne n'a comment un tel mécanisme possible que des citoyens se fassent enregistrer ailleurs et que après c'est vous qui prenez la responsabilité. Vous savez que les mauvaises personnes sont partout. Aujourd'hui, je voudrais vous informer que même pour rentrer dans la Kaaba, l'Arabie Saoudite utilise la technologie. Chaque pèlerin est doté à des badges. Un code QR. Il flash. Ouais. Même ceux qui sont résidents à la Mecque, au moment du Hajj, ils vont dire que vous êtes interdit de prier dans la Kaaba. Okay. Mais la moralisation de ces gens accepte. Celui qui est voisin de la Kaaba, il refuse de s'il n'est pas pèlerin Mais ils attrapent les arnaqueurs là-bas. Ceux qui vont avec visa, touristes, etc., ils vont se défaufiler. Donc c'est comme ça que les gens font. La majorité était déjà informée qu'il n'y a plus de place. Donc le secrétaire n'a aucun mécanisme de contrôle de celui qui va de façon discrète aller négocier avec quelqu'un. Donc ce qu'on peut faire, c'est de sécuriser les agences autorisées, les réglementer, les prévenir d'inclure dans ça et sécuriser le processus de Hajj établi par le SGAR. C'est pourquoi nous avons procédé à la digitalisation. Vous savez, avant, pourquoi tous ces arnaques-là sont à extérieur du secrétariat? Parce qu'il n'y a plus de possibilité de voler un seul visa. C'est à travers la digitalisation. Personne ne peut avoir l'accès au visa, sauf 2 personnes seulement, recrutées par le ministre. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on tente en vain, c'est pourquoi le secrétariat, des fois, laissait 25 pèlerins ici, au compte même du secrétariat, après avoir enregistré sans partir. Parce que les gens faisaient falsification au niveau des visas. Mais cette année, depuis 2021, l'arrivée du président Mamadou Doumbouya, c'était impossible. Donc les arnaqueurs ont passé par d'autres moyens. Aller mentir aux gens de façon discrète. Nous pouvons vous prendre, aller au Ghana, au Sierra Leone pour aller faire du pèlerinage. C'est pourquoi j'ai réuni tous les pèlerins recalés l'année passée. Et je leur ai demandé qui a donné un seul franc à moi ou mes services compétents. Ils ont tous exprimé non. Mais nous voulons que vous nous aidiez en tant que l'État, en tant qu'autorité. C'est pourquoi leur sort était donné à des services compétents, judiciaires, qui a contrôlé ce dossier. Et par générosité du président,
secrétaire général de la présidence a fait un communiqué, présenté l'esprit solidaire du chef de l'État et les promis de faire partie cette année. Donc nous sommes en train d'exécuter cela dans les règles de l'art. Mais le secrétariat n'a aucun problème avec ces gens. C'est pourquoi dans mes communications, j'ai dit cette année, celui qui donne l'argent et celui qui reçoit l'argent doivent être considérés comme corrompus et corrupteurs. Donc il faut bannir cela. Une fois que la place est finie, il faut attendre l'année prochaine. C'est pourquoi d'autres pays comme Maroc, comme la Malaisie, l'Indonésie qui envoient plus grand nombre de pèlerins, 100 000 et quelques pèlerins, il y a des gens qui sont inscrits pour 2027, 28. Donc ils attendent de façon tranquille. Je voulais introduire ça en Guinée, mais quand j'ai dit à ma maman qui est à Lorombo, il faut s'inscrire à la ligne. Donc dès que c'est fini, le computer va te dire que toi tu es en 2028, ça va créer d'autres problèmes. Oui, voilà, c'est pourquoi nous avons ce problème de quota de distribution. On envoie à Kankan son quota, on envoie à Kriwari son quota, on donne aux sacs ministériels leur quota et on demande à tout le monde de procéder à ça. Et je voudrais dire que l'Arabie Saoudite a dit cette année que lorsque l'obtention des visas, la date est expirée, il n'aura pas de prolongement. C'est pourquoi je demande à tout le monde à travers vous de procéder directement au dépôt des dossiers. Parce que 3 jours avant l'expiration des dates, ceux qui sont là, prêts avec leurs dossiers, nous allons les prendre et remplacer. Pour ne pas que la Guinée soit... D'accord, voilà. Sanctionné par fantaisisme. Oui, allez-y, avant une dernière question sur le pèlerinage. Okay. Une dernière question sur le pèlerinage. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les dispositions qui ont été prises, mais l'une des innovations phares aussi, et j'aimerais la nommer ainsi, c'est que cette année, vous avez annoncé à la télévision nationale la liste des agences privées qui coopèrent avec vous. Oui. Pourquoi une telle démarche? Voilà, parce que on avait ça, mais la majorité des populations n'étaient pas informées. C'est pourquoi nous avons fait, à travers conférence de presse, informer toute la population, les agences autorisées à participer cette année, pour que d'autres agences... Tout ça, c'est pour lutter contre la corruption. La corruption. Et l'arnaque. L'arnaque, oui. Directement. C'était la cause principale. Okay. Et nous sommes en train de travailler avec ces agences en tout en respectant les clauses des contrats. Et toutes ces agences sont interdites de recruter un seul plus. Au-delà du quota qui leur accordé. Effectivement. Okay. Donc, c'est pourquoi je profite de l'occasion de citer quelques réformes rapidement de Hajj. Premièrement, la proximité des logements auprès des 2 saintes mosquées. Avant l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, que j'exprime toute ma gratitude une fois encore, les Guinéens prenaient les bus pour aller prier dans la Kaaba. Une seule prière dans la Kaaba est équivalente de 100 000 prières dans d'autres mosquées. Et les pèlerins vont pour l'adoration, pas pour le tourisme. Donc c'était très loin, 2 kilos ou 3, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à la périphérie, au niveau de la Kaaba et de la mosquée sainte du prophète Mohammed. Pas seulement en termes de proximité, mais de qualité. C'est le logement de haut standing. Les bus aussi, nous sommes dans le même type de bus que les invités du roi. Les restaurateurs aussi sont les restaurateurs qui sont entre excellents et très bien. Donc la Guinée est mieux logée à Milan. C'est pourquoi à la distance dans l'avion ici, beaucoup de pèlerins me disaient, hélas, tel pays venait manger chez nous. Ils venaient dormir chez nous. Ils venaient dormir. Je dis qu'il ne faut pas citer le nom des pays frères. Ouais. Donc c'est grâce de la générosité de votre président, Excellence Mamadi Doumbouya.
On va s'intéresser là à la gestion des mosquées aussi. Oui. Avant leur gestion, est-ce que dans votre plan cette année, oui, vous avez la construction ou la rénovation de certaines mosquées? Si oui, oui, précisément. Oui, cette année, nous avons réussi l'accord pour les mosquées. Et ces mosquées-là sont réparties entre les régions, les préfectures, les sous-préfectures. Donc, le critère de choix est basé uniquement sur la demande de la population de chaque localité. Ce n'est pas le secrétariat qui s'assoit lui-même pour choisir, il faut envoyer ça à tel village, il faut envoyer ça à tel village. Nous recevons les demandes, parce que ceux qui sont en besoin, ce sont eux qui demandent. Oui. Voilà, une fois que les demandes sont là, on voit maintenant l'équilibre régional, etc. Donc, ces mosquées-là sont réparties dans ces différentes régions, comme Kindia, comme Tidimele, comme Tougué, comme Kankan, comme Bokeh, etc. Donc, nous avons réussi au moins 20% de décaissement avance et les constructions sont en cours. Dès que les restes des sommes seront trouvés, nous allons montrer en image à travers l'inauguration de ces mosquées. C'est pourquoi nous avons une direction des lieux de culte qu'on appelle SNIR, service chargé de ça. Son rôle principal est ça d'abord. Une fois qu'une localité exprime leur demande, votre demande doit être certifiée par l'autorité administrative de cette localité. Cela veut dire que le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, dès qu'ils certifient, disent que oui, cette communauté est en besoin et réellement la terre les appartient. Il n'y a pas de conflit autour des terres. Si tout est fini, etc., nous, on introduit par rapport le volume de budget alloué à ça. Donc, je crois que c'est là, si ça prendra fin, cette année 2025, on a bénéficié 16 lieux de culte. Voilà. Maintenant, on va avancer parce qu'on me fait comprendre qu'il nous reste 5 petites minutes. Alors qu'on a d'autres points également à évoquer, c'est la zakat et même le choix des imams. Le plus souvent, quand le premier imam décède, son remplacement pose problème. Comment vous gérez ces crises? On a réglementé ces crises-là par un document réglementaire à l'issue des dernières conférences islamiques qui regroupent toutes les entités islamiques de l'intérieur et Conakry. C'est pourquoi nous avons exigé là-dessus que dans chaque mosquée, il y a un collège des imams et il y a un seul imam ratib. Cela veut dire que dans chaque mosquée où il y a 5 imams, seul imam ratib est le président des imams. Les autres 4 sont le collège des imams. Il n'y a pas un ordre numérique. Il n'y a pas d'ordre de préséance. Donc, un imam ratib et les autres, c'est le collège. Voilà. Il n'y a pas premier, deuxième, troisième. Oui, parce que la Guinée est confrontée à des problèmes sur ça. Parce que le secrétariat est assigné aussi de faire pratiquer les religions selon les textes des livres saints. Et le prophète PSR dit celui qui doit diriger la prière doit être le plus connaisseur du Coran. Mais chez nous, ce n'est pas ça. C'est une personne qui a social statut. Donc, c'est cette famille qui est venue en première position dans ce village. C'est eux qui doivent conduire. Donc, la majorité n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi, au lieu d'enlever tous les imams qui n'ont pas la connaissance parfaite, ça va créer d'autres problèmes. On a dit maintenant, seul imam ratib est là. Les 4, après le décès de l'imam, on va voir parmi les 4 qui est plus méritant, qui a la qualification de montrer ça. Mais souvent, la communauté même crée des problèmes. Parce que souvent, on peut tomber dans une mosquée, là où le compétent, celui qui est décédé, vient de telle ethnie, le plus compétent vient de même ethnie. Les autres vont dire que non, il faut choisir parmi nous. Il faut changer maintenant d'ethnie. Voilà.
Et souvent, on le fait asseoir. Ou bien celui qui décède veut se faire remplacer par son fils. Voilà. Mais on interdit ça catégoriquement. Ça, c'est interdit. C'est interdit. D'accord. La zakat, comment on la mobilise et comment elle est gérée rapidement en Guinée? Oui, la zakat est gérée de deux façons en Guinée. La première. Façon informelle et formelle. Par exemple, chaque propriétaire de la zakat donne zakat de façon volontaire. En tant que musulman, moi je suis musulman, je peux donner juste, quand il y a un peu de temps, un exemple. Pour faire dire que si vous avez 40 têtes moutons, il faut donner un mouton. Voilà. Donc moi aussi, je suis le propriétaire. Un mouton là, je regarde parmi les pauvres à qui je donne. Moi-même je donne. C'est permis. Donc comme l'objectif de la zakat, c'est la réduction de pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Et les éléments sont cités dans le Coran qui doivent être récipiendaires de zakat, bénéficiaires. Nous avons nous avons demandé par l'autorité compétente et le décret du président a créé une direction de la zakat et waqf. Cela nous permet de participer à la promotion d'abord de la zakat pour qu'ils sachent que ça fait partie de l'un des piliers de l'islam et quel est l'objectif là-dessus, informer les commerçants, etc. Donc, il y a formel, certains commerçants peuvent envoyer au niveau de cette zakat. Et nous allons choisir maintenant conformément aux instructions coraniques. C'est pourquoi l'année passée, nous avons lancé une journée de la zakat. Donc, on a travaillé avec Chambre de commerce. Cette direction a réussi 1 milliard de francs guinéens. Nous avons invité tous les bénéficiaires des 33 préfectures, parmi les pauvres religieux qui ont beaucoup servi la religion, on les a invités ici faire dispatching devant même les donateurs. C'est pourquoi je voudrais ici remercier les chambres de commerce de Conakry et remercier le président de la République qui, lorsqu'il a vu cet engouement, il a contribué aussi à 1 milliard de francs guinéens. Donc, mais on a distribué tout cela là-bas. C'est pourquoi, dans notre perspective, peut-être, je sais que vous allez demander sur ça. Oui, allez-y. Voilà, on a ça, la construction d'un waqf immeuble. C'est ce qui est dans tous les pays musulmans qui est en émergence aujourd'hui. Parce que tant qu'on n'institutionnalise pas la zakat, ce que les gens donnent individuellement ne peut pas réduire la pauvreté. Parce qu'une fois que nous avons ces buildings-là, c'est pour que quand vous allez au Maroc, la Malaisie et ça, il n'y a aucune mosquée qui n'a pas une source financière de waqf pour la prise en charge permanente de la mosquée. Mais si la Guinée a ça, c'est ça l'objectif de la direction, nous allons avoir beaucoup de ça. Et lorsque j'ai uni les grands commerçants, quelqu'un m'a dit que, hélas, ce que vous avez dit, si nous savions ça, on allait même faire une banque d'investissement pour la construction de ça. Ce que cela peut réduire, l'État ne peut pas. Monsieur le ministre des Affaires religieuses, nous avons constaté que dans certains pays, le coût du pèlerinage est élevé. C'est pourquoi de nombreuses personnes se rabattent sur la Guinée pour s'inscrire. Cette situation réduit le nombre de places disponibles pour les Guinéens. Il est formellement interdit par l'autorité saoudienne que la Guinée recrute un pays voisin, de faire voyager à travers la Guinée. Vous ne pouvez même pas avoir l'accès au visa. Mais il y a des Guinéens qui vont voyager, qui vont en Sierra Leone pour voyager, qui vont au Ghana pour voyager. Comment ils font alors? Parce qu'ils traitent avec les gens ils ignorent les réalités. Vous savez, quand un pèlerin est en souffrance, même si vous dites que quand vous émoulez tout de suite, vous pouvez être en Arabie Saoudite dans 2 minutes et pas vous donner l'argent. Parce qu'il veut être là-bas. Pour lui, une fois que j'ai eu l'intention, si je ne veux pas, la malédiction est derrière moi. Et ce n'est pas ça. Je voudrais vous dire tout simplement que cela n'a jamais été au secrétariat. Personne ne peut être recruté ailleurs. Si ce n'est pas des Guinéens. Il y a François Massadé de Kissidougou qui dit, dans un contexte mondial marqué par la radicalisation, quelle initiative votre ministère a-t-il mise en place pour mieux encadrer les prédications, prévenir les extrémismes religieux et promouvoir un islam
et un christianisme de paix et de tolérance. C'est très bien. Nous avons fait ça à travers les textes réglementaires que le secrétariat a fait et nous avons vulgarisé ça sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi on a demandé le renforcement de la capacité financière de nos services déconcentrés. Une première fois que 20% du budget est alloué à l'intérieur du pays aux services déconcentrés. C'est pour leur permettre de contrôler chaque mosquée. Parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les imams, avec les associations islamiques, etc. Et l'extrémisme est formellement interdit dans ces textes, et la communication est identifiée. Disons que tout ce qui est lié à l'ethnocentrisme, tout ce qui est lié à une famille, tout ce qui est lié à saboter d'autres confessions religieuses, formellement interdit à la République de Guinée. Et l'intéressé va subir des sanctions à la vigueur. C'est pourquoi les tensions que vous voyez dans d'autres pays ne se trouvent pas en Guinée. Aucun musulman ne peut rester sur le même bar et insulter un chrétien ou manquer de respect à un chrétien. Nous avons wahhabites, les tiganites, les qadirites, les soufis. Il est formellement interdit à un imam ou à une association de s'attaquer directement à un wahhabite parce que moi c'est tiganite, ou à l'inverse. Donc on gère ça de façon systématique à travers le département, les services déconcentrés et les organes compétents à appliquer la loi sur ça. C'est pourquoi certains imams sont interdits, sont sanctionnés, certaines associations, etc. Même la construction de mosquées, le fanatisme est formellement interdit dans ces règlements, dans ces textes réglementaires. D'accord. Ouais. Une troisième question, troisième et dernière d'ailleurs. Oui, c'est Mohamed Lamine Koker de Kiroti qui dit pourquoi devient-il de plus en plus difficile d'obtenir des places pour le pèlerinage à la Mecque, surtout au cours des 2 dernières années, Monsieur le ministre? Voilà, au cours des 2 années passées, cela est, on peut dire d'abord, alhamdoulilah, cela dépend au surpeuplement du nombre de musulmans dans le monde entier. Et l'insuffisance de la capacité d'accueil en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, avant, les Guinéens, vous pouvez voir un garçon de 20 ans qui peut envoyer 10 vieilles femmes, mais lui, il ne fera pas le pèlerinage. Mais à travers les prédications, les presses, tout le monde sait maintenant, même si j'ai 15 ans, si c'est moi qui ai la possibilité, c'est moi qui dois partir. Oui. Si c'est pas la Guinée, d'autres pays, vous allez voir, les jeunes sont nombreux. Donc, Conakry était peut-être 100 000, etc. Au temps des présidents Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est 1 million. Donc, au lieu que 100 000 personnes demandent place, c'est 1 million qui demandent aujourd'hui. Et la capacité est très limitée. Ouais. C'est pourquoi il n'y a pas de place. C'est pourquoi il n'y a pas de place. Voilà qui est bien dit. Alors, avant de rendre l'antenne, vous avez forcément un dernier mot. Oui. Ce dernier mot, je voudrais appeler d'abord tous les pèlerins qui ont bénéficié une place aujourd'hui de procéder au dépôt de leur dossier. Il ne nous reste que 3 semaines pour l'arrêt d'obtention de visa. Et je remercie le président pour toutes ces réformes dans les Hajj. Le Hajj est très sensible et ça concerne toute la Guinée. Voilà. Du fait qu'aujourd'hui les Guinéens sont auprès de 200 mosquées, du fait que la Guinée est détenteur de prix d'excellence, du fait que la Guinée a été choisie comme porte-parole de tous les pays africains non arabes, la Guinée parmi les 5 pays émergents à travers l'établissement Macharik au nom des autorités saoudiennes. Tout est possible grâce aux efforts du président. Et je terminerai à appeler les Guinéens à cultiver l'esprit de la paix pour prévenir toutes sortes de violences pendant, avant et après l'élection et mettre la Guinée au débat. Celui qui gagnera sera le président de tous les Guinéens. Et celui qui est là actuellement, il doit être obéi, respecté et nous devons être sous son ordre jusqu'à la passation du pouvoir. Je vous remercie. Merci à vous également, Elhadji Karamoï Diawara. Merci à Mamadi Ternan Kamisoko pour la co-animation. Ça n'est donc terminé pour cet autre numéro. On se reprendra avec notre ministre pour parler également de son département. Merci à vous qui avez suivi cette émission.